Bonsoir à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir ce soir, dans le cadre de nos webinaires mensuels de la Société française du cancer, d'accueillir Cindy Nezillet, qui est professeure en oncologie digestive, qui exerce à l'Institut Curie, responsable du parcours digestif au sein du département d'oncologie médicale et professeure de cancérologie à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Donc, le professeur Cindy Nezillet est une experte internationale, à la fois en recherche clinique et recherche translationnelle en oncologie digestive, avec un focus sur les cancers pancréatiques et les cancers biliaires, et notamment, et c'est ce qui va nous intéresser ce soir, dans tout ce qui va être recherche fondamentale et translationnelle, dans l'interaction entre cellules tumorales, cellules stromales, mais aussi le microbiote intestinal et le microbiote intratumoral, qui est un domaine qui est en nette émergence. Et donc, ce soir, vous allez nous faire un panorama de ce qu'apporte le microbiote dans la connaissance de la maladie cancéreuse, avec un focus sur les cancers digestifs, sur le versant physiopathologie, diagnostic et peut-être demain thérapeutique. Merci encore au nom de la SFC, et la parole est à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Et donc, en effet, alors le sujet est très vaste et beaucoup d'actualité. J'ai pas mis le profil des publications PubMed sur le sujet, mais vous doutez que c'est très exponentiel et du coup, je ne pourrais pas brasser l'ensemble des données sur le domaine, mais j'ai fait exprès de choisir des axes en fait qui sont assez emblématiques voilà, des données qui ont pu être générées jusque-là et qui pourront être après poursuivis dans le cadre des discussions. Donc là, vous avez mes liens d'intérêt. Et donc, voici le plan que je vais vous proposer. Alors, comme ça là, vous a été indiqué dans l'introduction, ma zone de confort et mon domaine d'expertise est plus sur les cancers du pancréas. Et c'est quand même un bon exemple de comment est-ce on en est venu à s'intéresser au microbiote, quelles réponses ou pistes de réponses ça a pu commencer à apporter et quelles sont les limites actuelles de son utilisation. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu un peu en guise de premier axe vous retracer cet historique et cet exemple du cancer du pancréas. Et ensuite, j'ai choisi trois axes qui retracent bien des éléments qui sont d'actualité et des questions qu'on se pose beaucoup. La première sur le rôle du microbiote dans la formation des métastases à distance et les effets abscopaux qu'on peut avoir de la modulation du microbiote. Et ensuite, les applications qu'on peut avoir dans le domaine de l'immunothérapie, à la fois en tant que biomarqueur et d'intervention thérapeutique. Quels sont les résultats principaux qui ont pu être générés jusque-là et quelles sont les questions qui restent non résolues. Donc, si on rentre dans le vif du sujet du cancer du pancréas, donc comme vous le savez, le cancer du pancréas, c'est un véritable problème de santé publique. Son incidence augmente dans le monde et plus particulièrement en Europe et aux États-Unis. Et cette évolution d'incidence n'est pas totalement expliquée par les facteurs de risque classiques de cancer du pancréas, en particulier par le vieillissement de la population, puisqu'on sait aussi qu'on voit augmenter les formes de cancer du pancréas chez les sujets jeunes, chez les moins de 50 ans et également par les facteurs environnementaux classiques connus que sont donc le tabac, l'obésité, le diabète et les pancréatites chroniques. Et bien sûr, les formes familiales génétiques ne sont pas censées impacter l'augmentation d'incidence chez ces patients. Et donc, on est venu à s'intéresser au microbiote un peu dans la recherche de facteurs alternatifs finalement pour expliquer l'augmentation d'incidence et l'évolution épidémiologique du cancer du pancréas. Et il y avait déjà des données qui datent il y a plus d'une dizaine d'années maintenant sur les liens, par exemple, entre parodontopathie, donc aussi bien les gingivites, les parodontites, le fait d'être édenté, et le risque de développer par la suite des cancers du pancréas. Et il avait été montré qu'il y avait un surrisque donc de développer des cancers du pancréas chez ces patients. Donc là, on ne parle pas du tout de microbiote, mais on sait que ces parodontopathies sont aussi en lien avec des bactéries de la flore buccale. Et donc, ça a conduit dans la suite à avoir d'autres travaux qui ont été réalisés pour analyser le microbiote oral salivaire, donc par des techniques, vous allez voir, on va parler beaucoup pour ces études d'analyse notamment de l'ARN ribosomal 16S, qui est en fait donc on va dire le code barre des bactéries et qui permet lorsque l'on le séquence d'identifier à quelle espèce on a affaire, même si ça ne permet pas de connaître sa fonctionnalité.
Et donc, il avait été montré qu'il y avait un déséquilibre de certaines bactéries dans la bouche des patients, notamment un des pointés du doigt, c'est Porphyromonas gingivalis, c'est un pathogène buccal pour lequel on a beaucoup de données dans la littérature. Il avait été montré notamment dans une grande cohorte européenne pour les facteurs de risque de cancer du pancréas, que les patients atteints de cancer du pancréas avaient davantage d'anticorps contre cette bactérie que les personnes qui ne développaient pas de cancer du pancréas. Il y a aussi eu des études sur la flore intestinale. Et là, en fait, comme on le trouve dans plein de pathologies, on trouve qu'il y a une dysbiose, un déséquilibre de ces bactéries chez les patients atteints de cancer du pancréas. Mais au départ, c'était des données un peu, on va dire, limitées parce qu'on était basé que sur ces séquençages d'ARN CES. Et puis, on a vu des études apparaître avec, on va dire, une plus grosse armada en termes d'analyse moléculaire où a été combiné à ces analyses CES aussi des analyses dites de métagénomique, donc qui permettent de tirer davantage d'informations, on va dire, par rapport au paysage bactérien. Et donc, c'est ainsi qu'il y avait donc cette équipe espagnole qui avait montré qu'on pouvait établir une signature en termes de composition bactérienne chez les patients atteints de cancer du pancréas par rapport au contrôle, avec davantage de bactéries pro-inflammatoires et puis moins de bactéries anti-inflammatoires présentes dans le tube digestif. La question qui se pose, c'est que quand on observe ça, on sait aussi que les autres facteurs de risque du cancer du pancréas, l'obésité, le diabète, le tabac, ça peut modifier le microbiote et induire une dysbiose. Alors, est-ce que ces variations du microbiote sont un intermédiaire mécanistique dans l'augmentation de risque ou est-ce qu'ils sont simplement co-associés finalement aux facteurs de risque véritables? Ça, on n'en a pas la réponse sur la base de ces études qui ne montrent simplement que des associations, mais pas de relation causale. Ce qu'on observe dans les modèles animaux, c'est intéressant, c'est que ça reproduit un petit peu ce qu'on pressent chez l'homme, avec donc dans les modèles génétiquement modifiés de cancer du pancréas, c'est-à-dire que c'est des souris qui portent dans leurs cellules acinaires pancréatiques des mutations KRAS et P53, et donc elles développent des lésions prénéoplasiques, puis des cancers du pancréas, et on voit qu'au fur et à mesure de la carcinogénèse pancréatique, la composition de leur microbiote se modifie. Donc ça rejoint ce que l'on a pu citer précédemment et on retrouve la même tendance de voir moins de bactéries anti-inflammatoires et plus de bactéries pro-inflammatoires dans leur flore intestinale. Alors ça, c'est quand on regarde les bactéries directement, mais aussi on peut regarder les produits des bactéries. Et donc, notamment, il y a tout un champ émergent qu'on appelle de la métabolomique, parce qu'on sait que ces bactéries, elles peuvent produire des métabolites qu'on peut retrouver derrière, après, dans le sang des patients. Et donc, il y a des signatures qui ont pu être établies analysant ces métabolites bactériens et dont on sait qu'ils peuvent avoir, on va en reparler plus tard quand on va parler de l'effet à distance, ils peuvent avoir après des effets sur les autres organes, notamment ça passe par le flux porte, puis ça arrive dans le foie et ça peut moduler par exemple la niche métastatique hépatique, les infiltrats immunitaires à distance par ce biais-là. Et donc il y a différents papiers qui ont illustré cet effet des métabolites bactériens. Et il y a aussi une relation qui va dans les deux sens, c'est-à-dire que les bactéries, par leur métabolite, peuvent modifier l'immunité, mais on sait aussi que la perte de certaines protéines impliquées dans l'immunité peuvent induire une dysbiose. Donc ça, je vous ai mis ce papier qui est assez intéressant, qui montrait que, voilà, que la perte, par exemple, de l'IL-17 récepteur donc sur la muqueuse intestinale induit donc une dysbiose qui elle-même va ensuite moduler l'immunité avec notamment, on parle beaucoup dans le microbiote, dans les modifications immunitaires, de la voie du TH17, de l'IL-17, mais aussi un rôle dans l'immunité cellulaire B qui a été décrite. Donc pareil, dans un papier tout récent, beaucoup de papiers à gros impact factor sur un peu la mécanistique et cette relation bidirectionnelle qu'on a entre immunité et microbiote. On va y revenir par la suite. Donc ça, c'était à partir du microbiote intestinal. Mais après, ce qui a été un peu une révolution, un changement de paradigme pour le pancréas, ça a été le fait de découvrir qu'il y avait aussi des bactéries en intratumoral. On croyait que le pancréas était un organe stérile. Et en fait, en 2017, il y a eu un papier dans Science qui nous a montré qu'on pouvait détecter à l'intérieur des tumeurs des bactéries, qu'on pouvait en trouver, on a dit tout à l'heure, les traces en ADN, mais qu'on pouvait aussi les visualiser, que ce n'était pas juste des débris de bactéries, elles étaient bien là. Et il a été montré qu'elles étaient présentes dans la grande majorité des tumeurs, que c'était principalement des gamma-protéobactéries, des bactéries gram négatives,
que les adénocarcinomes pancréatiques, quand on les compare aux autres tumeurs dans un autre papier publié ensuite dans Science, a une composition bactérienne qui se démarque beaucoup des autres cancers. Donc, on l'a dit, avec ces bactéries spécifiques, qui sont surtout des entérobactéries, hein, finalement, de façon prédominante. Et ces entérobactéries, on va y revenir par la suite, ont aussi des rôles spécifiques, notamment métaboliques. Et il a été montré qu'elles pouvaient dégrader la gemcitabine dans les tumeurs. Et ça a été, ça aussi, un élément qui nous a fait beaucoup nous intéresser derrière au microbiote. La question qui se pose, c'est d'où est-ce qu'elles viennent? Parce qu'il y a beaucoup de discussions de savoir est-ce qu'elles sont en fait préexistantes dans l'environnement, un peu résidentes et qu'elles sont sursélectionnées ou est-ce qu'elles sont transloquées à partir d'ailleurs. Pour le pancréas, il y a des études qui corrélaient le microbiote donc intestinal duodénal au microbiote tumoral pancréatique et qui montrent qu'il y a des proximités et donc on pense qu'il est probablement transloqué par voie rétrograde, mais on sait aussi que c'est pas transloqué de manière non spécifique. Il y a certaines bactéries plus spécifiquement qui sont enrichies dans la tumeur et on ne connaît pas encore bien, on va beaucoup parler de limites hein, actuellement, on ne connaît pas encore bien pourquoi c'est telle ou telle bactérie qu'on retrouve. Est-ce que c'est parce qu'elle est impliquée dans la carcinogénèse ou est-ce qu'elle est sélectionnée par les conditions locales en termes d'hypoxie, etc. Sur ça, il y a encore beaucoup d'inconnus de ce point de vue-là et très peu de données mécanistiques chez l'homme. Mais ce qu'on sait, c'est que quand on donne des bactéries fluorescentes à une souris par la bouche, eh ben on la retrouve dans la tumeur après, la tumeur pancréatique. Et donc, c'est sur la base de ces données-là que l'on pense que l'origine première est issue de la lumière digestive. Ensuite, là, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme données donc mécanistiques pour supporter un rôle de ces bactéries dans le développement des cancers et puis dans les mécanismes tumoraux. Et donc, dans le cancer du pancréas, il y a eu différents travaux chez la souris qui ont montré, donc, par exemple, ce travail publié dans Gut, que lorsque l'on gave des souris avec du Porphyromonas gingivalis, donc ces fameuses bactéries dont on parlait au départ impliquées dans les parodontopathies, eh bien, ça induisait davantage de lésions prénéoplasiques, hein, qu'on appelle de la métaplasie acino-canalaire, qui est l'étape qui précède le développement des lésions prénéoplasiques pancréatiques, et donc que ça pouvait reprogrammer finalement les cellules épithéliales pancréatiques et les rendre plus vulnérables pour la carcinogénèse par la suite. Mais c'est toujours un peu artificiel parce qu'on gave les souris avec une quantité de bactéries assez colossale et c'est pas forcément le reflet de ce qui peut se passer dans la vraie vie. Il y a des études aussi donc in vitro qui ont montré que certaines bactéries ont un potentiel génotoxique, c'est-à-dire qu'elles peuvent induire des lésions à l'ADN par des toxines qu'elles sécrètent et donc elles ont aussi un rôle suspecté par ce mécanisme-là dans la carcinogénèse. Il y a également des études qui montrent l'effet fonctionnel que ça peut avoir. Et donc là, cette étude a montré que le Fusobacterium nucleatum, par exemple, lorsqu'on le met en culture avec des organoïdes, des sphéroïdes, pardon, de cellules de cancer du pancréas, eh bien, il est capable d'augmenter leur prolifération et d'augmenter leur migration. Donc, il y a un effet fonctionnel. Et cet effet, il est médié le plus souvent par une localisation intracellulaire des bactéries. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont un peu inhabituelles parce qu'il y a certaines bactéries dont on est habitué à les savoir comme pathogènes extracellulaires et qui se retrouvent décrits à l'intérieur des cellules tumorales sans qu'on connaisse encore très bien la raison pour laquelle elles rentrent et la manière dont cela module le comportement cellulaire. Et cette présence en intracellulaire, elle a aussi pu être confirmée par des papiers de single-cell RNA-seq. Donc, on regarde vraiment le contenu intracellulaire à cellule unique et où il a été constaté que la présence de bactéries était donc confirmée et reliée à des signatures ARN différentes, donc d'un point de vue de fonctionnalité des cellules tumorales. Et donc, ça montrerait que vraiment, elles ne sont pas juste internalisées et neutres, on va dire, une fois qu'elles sont dans la cellule, mais qu'il y a un effet de modification du comportement de la cellule. Donc ça, c'est sur l'effet sur la cellule épithéliale elle-même, les étapes de la carcinogénèse précoce et puis la modification de la cellule une fois qu'elle est cancéreuse. Et puis, il y a également les effets sur le micro-environnement. Et dans le cancer du pancréas, c'est quelque chose qui est particulièrement important parce qu'on sait que la tumeur, elle est composée majoritairement de stroma et les cellules tumorales sont en fait minoritaires. Et ce stroma, c'est de la fibrose, de la matrice extracellulaire,
des fibroblastes qui produisent la matrice et des cellules immunitaires qui, dans le cancer du pancréas, sont le plus souvent des cellules immunitaires délétères, hein, c'est des cellules inflammatoires, des macrophages, des cellules immunosuppressives, des lymphocytes T régulateurs, et il y a peu ou pas de CD8, donc de cellules cytotoxiques. Et donc, il y a eu plusieurs études que je vais vous résumer là, qui ont montré qu'en fait, dans les étapes précoces de la carcinogénèse pancréatique, on sait qu'il y a la mutation KIRAS qui survient, mais pour que ça fasse l'étincelle qui provoque le développement de la tumeur derrière, il faut qu'il y ait un terreau fertile, qu'il y ait un environnement immunitaire qui soit déjà un peu modifié et défavorable. C'est pour ça que dans les modèles animaux, quand on veut développer un cancer du pancréas, on ne met pas juste la mutation KIRAS, on induit de la pancréatite derrière pour accélérer le process. Et donc là, il y a eu différents travaux qui ont montré que le microbiote pouvait finalement moduler l'immunité locale pancréatique et accélérer la formation des lésions prénéoplasiques. Donc là, c'est le cas dans ce travail. On a des souris avec juste une mutation KIRAS dans leur pancréas. On sait que ça, avant que ça développe des cancers, il faut beaucoup de temps. Mais si on leur fait avaler des selles de souris qui ont déjà un cancer du pancréas, donc avec une flore immunitaire défavorable, eh ben, ça accélère la formation de lésions prénéoplasiques par rapport à des souris qui mangeraient des selles de souris sans cancer du pancréas ou qui seraient sans aucune bactérie. Donc le fait d'avoir ces bactéries accélère les choses. Et quand on regarde d'un point de vue immunitaire, on voit que c'est associé à moins de cellules type CD3, donc une moindre immunité potentiellement antitumorale localement. Il y a différents modèles qui ont confirmé un petit peu ce même message. Donc, en utilisant par exemple là maintenant des greffes syngéniques, c'est-à-dire que c'est des modèles murins qui sont immunocompétents, et on greffe en sous-cutané ou dans le pancréas des souris des cellules tumorales mutées KIRAS et P53. Et ce que l'on voit, c'est que si on traite ces souris par des antibiotiques, donc que ce soit en sous-cutané ou en orthotopique, donc pour supprimer les bactéries, eh bien, ça ralentit la croissance tumorale ou ça diminue le poids des tumeurs et que d'un point de vue immunitaire, c'est associé en fait à moins de cellules, enfin à davantage de CD8 quand on a traité par antibiotique que sans antibiotique, donc ce qui suggère que l'effet est médié par un effet immunitaire finalement pour cet effet sur les tumeurs. Il y a aussi des mêmes types d'expériences, mais au lieu d'utiliser des antibiotiques en faisant de la transplantation fécale. Et donc là, c'est un modèle de souris pareil qui est muté, dans lequel on greffe pardon, des souris, des cellules KPC, donc des cellules avec mutation KIRAS P53 dans leur pancréas. Et on leur fait des transplantations fécales, soit avec des selles de patients courts survivants de cancer du pancréas ou longs survivants de leur cancer du pancréas. Donc en se disant que le microbiote est plus défavorable chez les courts et plus favorable chez les longs survivants. Et ce que l'on observe, c'est que les tumeurs poussent plus vite chez les souris qui ont reçu des selles de patients courts survivants que ceux qui ont reçu des selles de malades non survivants et que d'un point de vue immunitaire, eh bien, le micro-environnement des patients courts survivants est plus riche en cellules immunosuppressives, notamment donc, voilà, des MDFC, et présente moins de CD8 que les souris transplantées avec des microbiotes de longs survivants. Donc voilà, donc tout ça pour dire que quand on module la flore intestinale par des antibiotiques, par de la transplantation fécale, ça retentit sur la croissance tumorale et ça semble immunomédiés pour le cancer du pancréas. On a d'autres illustrations de ces modulations. Là encore, c'est ces modèles où on gave avec du Porphyromonas gingivalis et où on voit, donc là, c'est plus les étapes précoces, hein, c'est sur des greffes de la même manière, des greffes syngéniques. Et on voit que le micro-environnement est davantage infiltré par des cellules immunitaires pro-inflammatoires lorsqu'on a gavé les souris avec du Porphyromonas que lorsqu'on ne les a pas gavées. Donc, ça rejoint en fait cette notion d'un axe entre cancer, microbiote et immunité locale au sein des tumeurs. Et maintenant, on l'analyse de plus en plus à l'échelle du micro-environnement, c'est-à-dire en sous-spatialisant, parce qu'on sait que ces interactions, elles impliquent les cellules tumorales, la matrice qui peut être générée par les fibroblastes à côté, et qu'il peut y avoir en fait un peu tout le monde qui interagit entre eux, la cellule tumorale, le fibroblast, la matrice qui est sécrétée, qui va attirer des bactéries d'un profil plus ou moins différent et qui va moduler les cellules immunitaires. Donc après, on voit les différentes variations et les différents travaux mécanistiques visent à essayer de comprendre qui est la cause de qui dans ce polaroïde un peu compliqué.
Et donc là, il y a de très belles illustrations de ces histoires d'effets locaux dans d'autres cancers. Donc là, c'était pour vous montrer ces travaux dans le cancer colorectal, où maintenant, bah, on utilise des techniques qui permettent de visualiser finalement en spatial, hein, comme vous savez, avec le développement de l'imagerie multiplex, et puis il y a aussi, ça se rejoint aussi avec la spatiale transcriptomique, etc. Et donc, de plus en plus, on essaye de montrer que le microbiote intratumoral, il est hétérogène dans la tumeur et qu'il est associé à des caractéristiques différentes en termes de fibroblastes, d'infiltration locale en cellules immunitaires ou de profil de certaines cellules tumorales. Donc c'est vraiment vers ça que tendent maintenant les travaux pour mieux comprendre les choses, parce que quand on regarde en bulk, quand on regarde globalement, on peut passer à côté de ces petites zones qui permettent de mieux comprendre la mécanistique. Et puis il y a la question du développement de modèles expérimentaux après pour comprendre les choses. Et donc là, je vous ai montré un exemple avec le fusobacterium et ses sphéroïdes de cancer colorectal pour montrer que la bactérie rentre dans la tumeur et essayer de chercher des cibles potentielles mécanistiques pour des thérapeutiques à l'avenir. Et donc, ça concerne les bactéries. Il y a aussi un intérêt porté sur les champignons, et donc ce qu'on appelle le mycobiome, avec des études de la même manière qui ont pu être développées, où on ne regarde pas exactement les mêmes types d'ARN ribosomaux, c'est les 18S au lieu des 16S, mais pour faire de la cartographie et des analyses fonctionnelles et chercher des biomarqueurs. Mais à chaque fois, quand même, il faut se méfier parce que vous savez très bien qu'en statistique, quand on analyse plein de variables, il finit toujours par y avoir des choses qui sortent. Donc, quand on analyse 40 000 signatures différentes, il va forcément y avoir des hits et c'est pas pour autant que c'est quelque chose de pertinent. Donc, il faut toujours après essayer de confirmer par d'autres méthodes et notamment par de la mécanistique. Et il faut faire très attention aux méthodes d'analyse bioinformatique. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans la situation du microbiote intratumoral, c'est qu'on est dans des situations qu'on appelle de low biomasse. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans l'analyse du microbiote fécal où c'est blindé de bactéries et il n'y a pas de cellules eucaryotes. Là, c'est l'inverse. Quand on analyse une tumeur, c'est plein de cellules eucaryotes et les bactéries, elles sont très minoritaires. Et donc, ce qui fait qu'il y a un grand risque en fait d'avoir des contaminants durant les étapes finalement pré-analytiques qui viennent finalement perturber l'interprétation. Et on a des algorithmes informatiques qui nécessitent de faire plein de filtres. Et ces filtres, pour éliminer les contaminants notamment, peuvent être source de biais et entraîner des fausses conclusions. Et donc, par exemple, ce papier dans Nature, publié en 2020, a été rétracté par la suite parce qu'il a été montré que la méthodologie, finalement, avait induit des biais et avait conduit à des fausses, finalement, conclusions concernant la composition du microbiote entre les différents types tumoraux. Et là, de la même manière, sur les champignons, bah, le papier que je vous ai montré, qui avait montré qu'il y avait des champignons dans le pancréas et que ça induisait de l'inflammation, et bien ensuite, il y a les mêmes données qui ont été réanalysées et qui ont montré que quand on changeait un paramètre de l'analyse bioinformatique, bah, il n'y avait plus de différence entre les situations tumorales et normales et que du coup, on ne pouvait plus du tout tirer la même conclusion. Donc, il faut rester extrêmement prudent et pas se contenter juste de résultats de bioinformatique. Et donc, justement, de quoi est-ce qu'on dispose comme type d'analyse possible? Donc, je vous ai parlé de l'amplification CESS. Donc là, c'est assez précis pour pouvoir dire, OK, cette bactérie, elle est là, en tout cas en ADN, et après se dire, on va la regarder, par exemple, par une technique visuelle, donc ce qui est souvent de l'immunofluorescence, par exemple, pour vérifier qu'elle est vraiment présente là. Et après, on a des techniques plus larges qui regardent, par exemple, tout le génome de l'échantillon, mais donc y compris le génome humain, avec lequel à l'intérieur est mélangé le génome bactérien. Ou alors la même chose d'un point de vue ARN, c'est ce qu'on appelle la métagénomique, la métatranscriptomique. Ça permet de tirer des informations fonctionnelles aussi, parce qu'en transcriptomique, on peut avoir des signatures fonctionnelles. Mais par contre, comme je vous le disais, dans ces cas-là, le problème, c'est de la même manière, on est dans des situations de faibles bactéries par rapport au contenu cellulaire tumoral. Et donc, ça, c'est très à risque finalement en termes d'interprétation. Et donc là, pareil, d'un point de vue fonctionnel, si on veut être rigoureux, il faut confirmer par des manips mécanistiques in vitro d'une certaine manière. Et on ne peut pas vraiment se limiter à juste ce que nous dit la bioinformatique. Donc il reste encore de nombreux challenges, à la fois pour l'analyse des échantillons et plus encore des échantillons en paraffine, parce que la plupart des techniques qui ont été appliquées jusque-là et des publications ont porté sur des échantillons frais ou congelés pour ce qui est de la tumeur.
et pas sur des échantillons en paraffine. Et avec les dommages à l'ADN qu'induit le processus de fixation en formol notamment, eh bien en fait, ça rend encore plus complexe l'interprétation et on a des gros challenges d'algorithmes pour pouvoir interpréter le microbiote sur des échantillons fixés en formol et inclus en paraffine. Et il y a par ailleurs la problématique de trouver des bons modèles pour faire la mécanistique, avec tout ce que ça représente aussi de savoir la pertinence de ces modèles, parce que en fait, on va le revoir par la suite, l'idée qu'il y ait une bactérie qui soit le Graal et qui explique tout est en fait assez peu probable, et qu'il est possible qu'une bactérie qu'on voit varier et associer à un outcome clinique n'est pas en elle-même la responsable pathogène des choses, mais qu'elle agit par exemple parce qu'elle est associée à un déséquilibre d'un groupe de bactéries dans un sens ou dans l'autre, et que c'est plus cet effet collectif bactérien qui explique le phénotype. Donc c'est pour ça que c'est aussi très compliqué de savoir comment étudier en préclinique l'effet de ces bactéries. Et je vous passe pas toutes les histoires que ça peut poser d'aller faire pousser des bactéries en laboratoire quand vous voulez être propre sous votre hôte parce que vous cultivez des cellules tumorales par ailleurs. Donc là, nous, par exemple, dans l'équipe, pour essayer de pouvoir mieux comprendre les interactions et travailler à partir de cellules primaires humaines, eh bien, on développe un modèle de tumor on chip, donc en association avec l'équipe de Stéphanie Descroix, qui est une experte hein, des tumors on chip dans différentes indications. Et donc, chez nos patients qui sont opérés de cancer du pancréas, on récupère un bout frais de la tumeur, on en sort les cellules tumorales, les fibroblastes. On va en train de rajouter actuellement les lymphocytes, les TILs, dans la version la plus aboutie du modèle. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir rajouter dedans des bactéries. L'avantage de ces modèles, c'est que ça permet de faire des réplicas pour pouvoir tester, par exemple, des hypothèses fonctionnelles, et que ça permet d'avoir un temps de constitution qui est aussi plus rapide que les organoïdes. Les organoïdes, ça prend 6 à 8 semaines pour être établi. Des tumors on chip, ça prend quelques jours. Et donc, ça peut permettre aussi de répondre à des questions plus rapidement, et notamment, par exemple, de poser aussi des questions de sensibilité à des traitements si on veut les utiliser comme avatar pour faire des chimiogrammes pour nos patients. Donc ensuite, en termes d'application clinique, on va en reparler par la suite. Il y a deux grandes choses. Il y a le côté biomarqueur et le côté intervention thérapeutique. En termes de biomarqueurs, la logique, c'est un petit peu en lien avec les faiblesses que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que le microbiote n'est certainement pas un Graal tout seul et qui doit être combiné à d'autres informations. Et donc là, par exemple, quand l'équipe dont je vous parlais avait établi une signature du microbiote fécal pour identifier les cancers du pancréas, eh bien, on voit que quand on n'utilise que l'information du microbiote, on a des aires sur la courbe qui ne sont pas optimales, et que par contre, si on ajoute l'information du CA19-9 en plus, ça renforce la performance du modèle. Donc, l'idée que ça doit s'intégrer pour être vraiment optimale aux autres informations qu'on tire de la clinique. Et qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle en termes justement d'utilisation, en termes d'informations qu'on peut en tirer? Donc il y a du pronostic potentiellement. Donc là, je vous ai montré le diagnostic, il y a la formation pronostic. Et donc dans le cancer du pancréas, il a été montré que le fait d'avoir une plus grande diversité bactérienne intratumorale, c'était de meilleurs pronostics que d'avoir une moindre diversité bactérienne intratumorale, et que ça permettait d'identifier des patients avec une survie longue à plus de 5 ans en fonction de ces signatures. C'est quelque chose qui est assez spécifique au pancréas parce que dans les autres cancers, il est plutôt montré que la diversité est associée dans l'autre sens finalement au pronostic. C'est-à-dire que c'est quand on a plus de diversité, c'est plutôt moins bien. Donc on voit des variations en fait d'une tumeur à l'autre, donc ça complexifie encore plus la compréhension des mécanismes. Il y a aussi, donc, je vous disais, dans ce travail-là, c'était pour vous illustrer un des travaux de notre équipe, donc de Marc Kilmy, qui est actuellement en postdoc aux États-Unis, et qui avait travaillé justement sur le développement d'un algorithme pour étudier le microbiote en paraffine, permettant ensuite de croiser avec les signatures des autres membres du micro-environnement, donc notamment les cellules immunitaires, les fibroblastes et les signatures des cellules tumorales. Et il a regardé ce microbiote et ces éléments à l'échelle de la microzone, donc en faisant des sélections de zones tumorales avec Jérôme Cross, donc anapathe à Beaujon, c'est des patients issus d'une cohorte de Beaujon. Et il a montré qu'en faisant ces analyses à l'échelle de la microzone, eh bien, on arrivait à trouver des corrélations entre certaines bactéries
et les signatures épithéliales tumorales ou certains sous-types de fibroblastes ou des cellules immunitaires. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous avais montré sur les travaux précédents et qu'il trouvait également des signatures qui étaient associées à davantage d'envahissement ganglionnaire ou à une survie globale qui était plus réduite chez les patients. Donc ça nous donne des hits potentiels, mais on ne peut pas s'arrêter là. Il faut qu'on montre que la bactérie est là en RNA-scope ou en immunofluorescence et il faut qu'on ait des modèles précliniques pour montrer qu'elle n'est pas juste là passivement, mais qu'elle a un rôle pathogène chez l'homme. Donc, une autre application en termes de En termes biomarqueurs de biomarqueurs, dans le côté le côté prédictif. Et donc là, c'est par rapport à la... Il y a un petit écho, je pense, sur un... Voilà. C'est dans le côté prédictif. Et donc, on disait tout à l'heure, en fait, que les bactéries situées dans la tumeur pancréatique étaient capables, pour certaines, de métaboliser la gemcitabine parce qu'elles produisent de la CDD, donc une forme analogue à la CDA, qui est l'enzyme qui détoxifie la gemcitabine. Et on sait, dans les études observationnelles chez le patient, en adjuvant comme en métastatique, que quand on reçoit de la gemcitabine et qu'on a ces bactéries présentes dans la tumeur, et on répond moins bien à la gemcitabine alors qu'il n'y a pas d'effet quand on a une chimio à base de 5-FU. Donc c'est suggestif d'un effet de ces bactéries dans ce sens-là, mais on n'a pas de données prospectives. Et donc raison pour laquelle, avec Marc Ilmy et avec Mathieu Dolek, qui travaillent aussi dans l'équipe, on a une étude panoramique qui a été labellisée Prodige et qui doit ouvrir prochainement, qui est une étude en 2 étapes. Mais dans la deuxième étape de l'étude, on étudie l'effet d'un antibiotique en association avec la chimiothérapie par gemcitabine versus un placebo pour voir si ça ne peut pas augmenter la sensibilité à la gemcitabine, donc en détruisant, entre guillemets, ces bactéries par le traitement par quinolone. Donc là, c'était pour vous montrer un peu ce côté emblématique du cancer du pancréas qui va me permettre ensuite d'aborder plus rapidement les 3 autres axes que je voulais vous montrer en illustration. Et donc cette question par rapport aux effets à distance et aux métastases. Alors, comme je le disais, c'est quelque chose qui n'est pas tout nouveau puisque on sait que le microbiote intestinal peut moduler l'effet immunitaire à distance du fait qu'on sait depuis plusieurs années maintenant que quand on donne des antibiotiques à des patients sous immunothérapie, ça abîme leur flore intestinale et ça module défavorablement leur réponse à l'immunothérapie. Donc c'est un concept qui a déjà un certain temps. Et il y a eu un papier qui vient tout juste de sortir, donc j'ai pas pu vous mettre les figures, mais juste pour faire écho à cet effet abscopal, c'est qu'on sait qu'il y a des antibiotiques qui font ça avec un effet négatif, mais que là, il y aurait la radiothérapie qui pourrait avoir un effet et cette fois-ci dans l'autre sens finalement, avec ce cancer cell de l'équipe de Gustave Roussy qui vient juste de sortir et que je vous invite à lire. Je n'ai pas pu vous le mettre en détail du coup là parce qu'il était trop frais. Mais donc, il y a également cette revue qui permet d'essayer de comprendre justement ces différents mécanismes par lesquels finalement le microbiote intestinal pourrait avoir un effet sur la tumeur à distance, alors qui passe par finalement une sorte de priming local de cellules immunitaires par les bactéries notamment, donc ce qui est développé là dans cet exemple-là, mais aussi un effet potentiel de la bactérie en elle-même sur les cellules immunitaires locales tumorales ou alors en transitant avec les cellules tumorales, notamment jusqu'au site métastatique, par exemple. Alors ça, c'est quelque chose qui paraît être super enthousiasmant de se dire, bah voilà, si les bactéries, elles migrent avec les cellules tumorales, elles induisent de l'inflammation dans l'organe cible, ça peut participer à la préparation de la niche, etc. Donc ça ouvre plein de pistes potentiellement intéressantes, mais sur lesquelles on manque cruellement à l'heure actuelle de données pour le confirmer. Donc, c'est des pistes de recherche qui sont vraiment à suivre pour l'avenir. Et donc, il y a une question qui revient souvent, c'est de savoir, donc quand on a une tumeur qui a donné des métastases dans un organe à distance, est-ce qu'il y a des bactéries dans cette métastase? Et s'il y a des bactéries, est-ce qu'elles sont drivées par la tumeur d'origine ou est-ce qu'elles sont drivées par le site métastatique? Et donc, on sait, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'en fonction du type de primitif, par exemple, bah, les signatures bactériennes varient. Et je vous ai montré que le cancer du pancréas, il n'avait pas les mêmes signatures bactériennes que les autres tumeurs. Et on sait aussi d'autres publications donc, qui avaient été un peu majeures que les bactéries pourraient migrer du primitif vers la métastase, avec notamment de la littérature sur le fusobactérium dans les cancers du côlon.
quand la tumeur primitive contient du fusobacterium, on le retrouve dans la métastase hépatique. Et donc, ce qui évoque le fait qu'elle pourrait accompagner la migration tumorale. Et donc, avec Marc Kilmy, qui était dans notre équipe, on a voulu se poser la question de savoir, du coup, si on prend différents primitifs et différents sites métastatiques, qu'est-ce qui va driver finalement la composition du microbiote. Et donc, l'opportunité pour faire cette étude, ça a été d'utiliser les échantillons issus de l'étude Shiva, qui était une étude de médecine personnalisée et dans laquelle on avait un grand nombre de tumeurs différentes et un grand nombre de sites biopsiés différents. Et donc, on s'est concentré sur trois types de cancers, donc du sein, du côlon, du poumon, et trois types de métastases des ganglions, du foie, du poumon. Et on est allé regarder les profils. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que le microbiote, il est conditionné par le site qu'on biopsie plus que par le type de primitif. Et il est associé également, mais c'était un peu en lien déjà avec ce qu'on avait vu dans la littérature, à un environnement immunitaire différent, donc en fonction de la diversité microbienne décrite. Et donc, c'est des données que nous, on a montrées à notre échelle, mais qui ont été confirmées à plus grande échelle encore dans ce papier publié dans Cell cette année, et dans lequel ils ont analysé 4000 échantillons tumoraux de métastases, et où ils ont trouvé en fait cette même notion que la variance entre les prélèvements est conditionnée majoritairement par le site de la biopsie plus que par l'origine de la tumeur. Et le type tumoral qui présente la plus grande variabilité entre sites métastatiques, c'est les cancers du côlon. Donc en fait, il y a certainement une part de sélection des bactéries qu'on retrouve dans l'organe cible par l'environnement local qui explique cette diversité. Plutôt, on pense que c'est plus ça plutôt que du recrutement bactérien local différent selon l'organe cible. C'est plutôt, voilà, il y a plein d'hypothèses là encore, hein, pareil, qui sont générées. Ce qui montrait aussi dans ce papier, c'est que bah, la composition, notamment en anaérobie, était drivée par le degré d'hypoxie aussi dans les lésions, ce qui peut sembler assez logique. Donc c'est pour ça que voilà, il y a des hypothèses pour expliquer cette diversité de contenu. Et donc très certainement, on s'en doute bien que la condition d'hypoxie dans un ganglion, elle n'est pas la même que dans une métaphore. Et ça peut expliquer qu'il y ait des compositions de microbiotes qui soient différentes. Voilà, et donc maintenant, ce microbiote, il est considéré comme un nouveau cancer hallmark, à la fois en tant que microbiote intestinal, mais aussi que microbiote intratumoral. Et donc ça montre bien à quel point ça a intégré maintenant notre compréhension du cancer. Et donc là, comme c'est un sujet qui intéresse un peu tous les oncologues, j'ai voulu montrer qu'est-ce qu'on savait en termes de biomarqueurs et d'intervention pour l'immunothérapie. Et donc là, c'était pour vous illustrer le fait qu'on a différentes études qui ont montré comment la composition du microbiote venait impacter la réponse à l'immunothérapie, que ce soit donc le microbiote intestinal avec certaines espèces bactériennes identifiées ou en la considérant en termes de diversité fécale, le fait d'avoir une faible diversité fécale étant associé à un moins bon pronostic ou une moins bonne réponse. Et également en termes de microbiote intratumoral. Et donc là, c'était dans le papier de Science 2020 qui avait regardé les compositions de bactéries intratumorales. Bah, de la même manière, ils avaient identifié des bactéries dans les tumeurs qui étaient associées à des différences de réponse aux immunothérapies dans les mélanomes. Donc ça, c'est la valeur pronostique prédictive. Après, il y a des bactéries un peu vedettes. Donc il y a la Carmentia mucinophila qui est une bactérie dont la présence est considéré comme étant associé à une meilleure réponse à l'immunothérapie. Sauf que, en fait, il a été démontré dans un second temps que la classification en termes de présence d'Akkermansia, elle est trichotomique. C'est-à-dire que c'est pas deux classes, c'est pas les low versus les high, c'est les pas du tout versus les low versus les high. Et en fait, le groupe qui a le meilleur pronostic, c'est pas quelque chose du coup de proportionnel à la présence d'Akkermansia, c'est le fait d'en avoir peu qui est associé à une meilleure survie. Par contre, quand on en a beaucoup, bah, ça devient en fait délétère. Donc, ça montre bien la subtilité. Il y a une forme d'effet dose donc dans la présence de ces bactéries qui vient encore rajouter à la complexité. Et ça, c'est décrit pour la Carmentia, mais par exemple, c'est pas décrit pour une autre bactérie vedette, qui est le Faecalibacterium prausnitii, pour lequel, là, il semble pas avoir cette classe trichotomique. Ça semble être quelque chose de plus graduel en fonction de l'abondance bactérienne.
Mais davantage que juste une bactérie, il semble plus pertinent de s'intéresser finalement à des clusters de bactéries, puisque en fait, quand on a une bactérie qui sort associée à un outcome, on ne sait pas si c'est vraiment cette bactérie en elle-même qui est responsable de l'effet ou si c'est le fait qu'elle covarie avec un ensemble d'autres copines dans le microbiote et que ce serait ça là, finalement qui expliquerait la résultante en termes fonctionnels. Et donc là, ce papier, pareil, de l'équipe de Gustave Roussy, qui est sorti récemment, va dans ce sens-là, de dire que finalement, quand ils ont testé des approches bactéries candidates single bactérie, ça ne discriminait pas bien en fait les patients en termes de réponse à l'immunothérapie. Et par contre, lorsqu'ils ont fonctionné avec des groupes de bactéries, ils ont pu définir finalement trois classes. Une classe donc clairement donc avec un effet négatif, clairement avec un effet positif, et puis une zone grise. Et dans cette zone grise, là, ils utilisent la Kermansia avec les trois classes pour pouvoir reclasser les patients. Et ils ont montré dans différents types de tumeurs que ça ressortait bien associé à la survie. Et donc, comme on était dans les cancers digestifs, je vous ai mis ici l'illustration dans les cancers colorectaux et qui montre que ces signatures sont respectivement associées à une meilleure et une moins bonne réponse à l'immuno. Mais il faut savoir que ça reste aussi compliqué parce que le microbiote, il varie en fonction de plein de choses, en plus des traitements, mais aussi de régime alimentaire. Et ça fait que, en fonction de où vous faites l'étude clinique, eh bien, on va avoir des disparités. Et donc, il est très difficile de faire des validations sur des cohortes externes et en particulier si je suis dans des diverses régions du monde parce que, on va pas avoir les mêmes microbiotes de base. Et donc, ça rajoute aussi de la complexité à la compréhension. Et donc, ça, c'est parce que le microbiote, finalement, ce n'est qu'un des éléments de l'exposome et que ça s'imbrique en fait avec toutes les autres composantes et qu'il est lui-même en fait en interaction avec ces autres composantes. Et donc, ça joue encore dans cette compréhension je vous disais, de savoir est-ce qu'il est vraiment mécanistique ou est-ce qu'il est un facteur finalement associé, indicateur d'autres perturbations elles-mêmes délétères. Donc là, maintenant, dans la compréhension des biomarqueurs, du coup, il faut intégrer le microbiote dans les autres composantes de l'exposome pour pouvoir interpréter les données. Et puis, les biomarqueurs associés au microbiote ne se limitent pas que à l'analyse des bactéries en elles-mêmes ou de leurs métabolites, mais on a aussi des biomarqueurs associés au microbiote qu'on voit se développer et qui rejoignent d'autres fonctions, notamment par exemple concernant l'intégrité de la barrière intestinale ou de la barrière vasculaire ou de l'inflammation et qui peuvent être eux aussi des surrogates finalement de ce microbiote favorable ou délétère. Et donc, dernier petit point concernant les interventions thérapeutiques. Donc, pour dire qu'il y avait eu donc, des études de transplantation fécale chez la souris traitées ensuite par immunothérapie dans différents modèles immunosensibles comme les cancers du poumon, les cancers du rein, et qui avaient montré la possibilité de moduler la réponse à l'immunothérapie par la transplantation fécale avec un effet médié par le micro-environnement immunitaire tumoral qu'il y a eu, vous connaissez cette étude publiée dans Science chez les patients immunoréfractaires atteints de mélanome qui avait été l'objet de transplantation fécale et ça avait pu induire des réponses par la suite à l'immunothérapie, sauf que ces patients avaient été transplantés avec des selles issues d'un seul donneur, sauf qu'en termes de logistique, ça représente quelque chose qui ne serait pas applicable en routine et on voit en plus que ça gagne pas à tous les coups de faire de la transplantation fécale, puisqu'il y a eu des réponses que chez 6 patients sur 15. Et dans d'autres travaux, quand on regarde un peu en détail, on voit qu'il y a vraiment un effet donneur et on ne sait pas encore bien identifier quel est le bon donneur, quel est le mauvais donneur. Donc il y a beaucoup de points d'interrogation qui restent pour une mise en pratique de ces traitements. Il y a eu des essais pour essayer de le faire, pas chez les immunorésistants, mais même d'emblée. Et donc, qui font la preuve du concept qu'on peut faire ces transplantations fécales et donner l'immunothérapie en même temps. Et on a pu montrer qu'il y avait des similarités ensuite dans le microbiote du receveur et du donneur. Mais encore une fois, on est sur des choses qui sont du domaine de la phase 1 et qui posent pas mal de problèmes en termes de logistique. Donc c'est plein de promesses, mais plein de challenges logistiques. Alors, outre la transplantation fécale, il y a d'autres approches qui sont possibles avec des prébiotiques, avec des probiotiques, donc soit des
un substrat pour modifier les micro-organismes, soit des bactéries vivantes elles-mêmes que l'on peut être amené à ingérer. Et ça pose l'exemple d'autres approches. Et donc, notamment, je vous parlais tout à l'heure de Faecalibacterium prausnitii, qui était une des bactéries vedettes associées à une meilleure réponse à l'immunothérapie, sans avoir l'effet trichotomique qu'on pouvait observer pour la Carmentia. Et donc, il a été montré chez la souris que le fait de donner oralement ce Faecalibacterium, ça permettait d'améliorer la réponse à l'immunothérapie. Et donc, ça a ouvert des perspectives pour l'utiliser même en clinique maintenant. Et donc, ça, c'est l'étude qui est coordonnée par Romain Cohen, une étude du GERCOR qui s'appelle BIG, et dans laquelle, chez des patients atteints de cancer de l'estomac en première ligne métastatique qui ont un CPS positif, eh bien, ils sont randomisés entre le standard of care, qui est l'association Folfox immunothérapie, et cette même association, plus la bactérie donc, qui est donnée oralement pour voir si on ne peut pas augmenter la réponse à l'immunothérapie par ce micro-organisme. Et de façon plus large, en fait, il y a on sent poindre, même si on n'en est pas du tout encore à la réalité clinique de pratique, une médecine personnalisée selon les caractéristiques du microbiote et du coup, des stratégies qui pourraient être définies en fonction de l'analyse finalement de la composition bactérienne. Donc déjà, là, c'est ici l'exemple fécal, mais après, on pourra aller plus loin et dire aussi la composition bactérienne tumorale et avec l'utilisation soit de prébiotiques, de produits bactériens vivants, comme je vous ai montré là, la transplantation fécale, ou aussi ce qui pourrait paraître une autre stratégie, ce serait d'identifier la voie mécanistique par laquelle la bactérie interagit avec la cellule tumorale pour ensuite la cibler spécifiquement plutôt que de taper sur la bactérie directement. Donc, si on résume, en fait, donc le microbiote, les cancers digestifs sont étroitement liés. Les microbiotes intratumoraux et intestinaux sont modifiés au cours de la carcinogénèse. Ça a un impact sur la transformation des cellules épithéliales, sur le micro-environnement immunitaire. Donc ça, c'était pour le côté microbiote intratumoral et je vous ai montré comment le microbiote intestinal aussi avait des effets à distance sur les tumeurs. Mais on a besoin de davantage d'études mécanistiques précliniques d'essais cliniques interventionnels pour confirmer ce que l'on voit en termes d'association et contribuer à montrer qu'il y a vraiment une relation causale. Et donc, le ciblage du microbiote, retenir que c'est plein de promesses, mais qu'il il réglera pas le problème à lui seul et qu'il doit être envisagé dans le cadre d'approches combinées, que ce soit en termes d'utilisation diagnostique ou on a vu en termes de biomarqueurs, que en termes d'intervention thérapeutique. Et pour conclure en une phrase, c'est qu'il y a des perspectives, mais qu'il ne faut pas s'emballer trop vite. Et c'est un peu le sens de ce papier de consensus qui vient de sortir sur l'utilisation du testing du microbiome pour la pratique clinique et qui justement à la fois détaille toutes les précautions à prendre dans l'analyse, mais aussi toutes les réserves qu'il faut avoir par rapport à l'utilisation des informations qui en ressortent et sur le fait que ça doit pas faire modifier finalement les prises en charge à l'heure actuelle, qu'on peut être que descriptif et pas dire qu'on va baser notre prise en charge clinique sur ce qu'on aura trouvé de l'analyse du microbiote digestif. En tout cas, bien sûr, pas le faire hors essai clinique. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et je remercie toutes les personnes de mon équipe qui travaillent sur ces différents aspects et notamment Victoire Ruffino qui est la postdoc qui coordonne la plupart de nos travaux de recherche dans l'équipe. Un très grand merci, professeur, pour ce topo extrêmement compréhensive et brillant. Et puis on voit la philosophie Curie avec l'amour du travail d'équipe, puisque sur votre photo d'équipe, on voit même Marc Ilmy, même à distance, en postdoc, même en postdoc, et sur la photo d'équipe. Donc on voit vraiment cette philosophie que le travail d'équipe collaboratif permet les grandes avancées. Je vais prendre la première question qui aborde, bon, on est hors cancer digestif, qui effectivement est la question de l'impact du microbiote oral sur les tumeurs ORL.
Alors, je ne sais pas si ce sera dans votre scope, mais qui effectivement là touche aussi la difficulté du microbiote local, en fait, avec une flore polymorphe dans les cancers ORL. Est-ce que vous avez quelques pistes de réflexion dessus? Alors, disons que quand il y a eu des données, hein, notamment sur le Fusobacterium nucleatum dans le côté pronostic chez les patients opérés de cancer ORL. La difficulté qu'il y a aussi sur le côté ORL, c'est qu'il y a un certain nombre de bactéries commensales en fait, hein, et de pouvoir faire la part des choses entre celles qui sont présentes, celles dont le niveau en termes de quantité est modulé par exemple par le tabac ou par d'autres problèmes sans que ce soit véritablement elle la cause, hein, encore une fois, mais c'est toujours un peu cette chose que je vous ai dit tout à l'heure, hein, en termes de marqueurs associés versus de mécanistique. Mais ensuite, j'avoue que sur l'ORL, j'ai un peu moins de connaissances spécifiques par rapport à ça, mais je n'avais pas vu passer, par exemple, de papier dédié sur le côté immuno ou des choses comme ça pour l'ORL, sauf erreur de ma part. Très bien. Et effectivement, c'est aussi peut-être le moment, et votre propos l'a illustré sur cette euh, super excitation, hein, sur toutes ces données produites, avec parfois des données retracted, de Mm. bien faire la distinction entre un biomarqueur et un facteur étiologique. C'est effectivement un point clé dans le parcours de nos patients, que ce soit en diagnostic, prévention, pronostic, prédictif, bien faire la distinction entre un biomarqueur qui est présent, qui est une donnée qui pourra aiguiller sans pour autant comprendre la physiopathologie. Et on peut parler de biomarqueurs très simples que sont les marqueurs tumoraux. Hormis Mm. le PSA qui est spécifique de la prostate, énormément de marqueurs tumoraux, que ce soit le CA 19-9, le CA 125, ne sont pas forcément impliqués dans la physiopathologie. Mm. Tout à Donc, fait. voilà, quelque chose de très important. Et est-ce que ça va être une question un peu provocatrice, mais le microbiote pourrait expliquer une partie, à minima, mais je connais en partie la réponse, de on parle réellement d'épidémie aujourd'hui, hein, d'épidémie de cancer du pancréas qui sera considérée comme la seconde cause de mortalité par cancer aux États-Unis en 2030, avec cette occidentalisation des sociétés et où on voit l'incidence des cancers du pancréas qui suit. Est-ce que vous pensez que ça peut participer à? Alors, on peut en effet pas exclure que ça puisse participer et il y aura très certainement, on l'a vu même dans les modèles animaux, hein, des modifications du microbiote concomitantes du développement des cancers. Euh, mais de dire que ce soit ces bactéries qui soient la cause de l'augmentation, c'est ça qui est sur lequel on ne peut pas du tout être affirmatif. Il est certain que dans l'augmentation d'incidence qu'on observe chez les sujets jeunes en termes de cancer, c'est un spectre de cancer du tube digestif avec l'estomac, le côlon, le pancréas, les voies biliaires, qui évoque fortement un mécanisme en lien avec quelque chose d'ingéré en lien avec la lumière intestinale. Et donc, il y a plein de choses qu'on peut ingérer, des microplastiques, des pesticides dans les aliments transformés, des nitrites, les métaux lourds, etc. Et donc, du coup, ça génère, on se doute bien qu'il y a ces facteurs-là qui doivent induire des problèmes au niveau de la barrière intestinale, de perméabilité, et donc faire qu'il y a de la translocation bactérienne et qui peut faire le nid après du développement du cancer. Mais du coup, est-ce que c'est en fait, c'est certainement, c'est ce qu'on pense hein, pour ces cancers du sujet jeune, c'est que c'est pas un facteur unique, mais que c'est finalement un consortium de facteurs délétères. Et c'est ce qui fait toute la difficulté du coup d'identifier exactement leurs contributions respectives. Parce qu'en fait, c'est de multiples facteurs probablement qui sont en interaction et qui, mis en cocktail ensemble, sont explosifs. Et donc, le microbiote est peut-être une part de ce cocktail, mais n'est pas à lui seul la cause, à mon sens. Et vous avez parfaitement anticipé la question qui vient d'apparaître dans le chat qui demandait le lien entre microbiote et contaminants alimentaires, toutes les questions de pesticides, de métaux lourds qui pourraient participer à expliquer l'augmentation. Et se surrajoutera même la question, il y a eu un papier dans Science qui est sorti l'an dernier justement, qui expliquerait la modulation du risque par le tabac des cancers du poumon et où en fait
selon notre patrimoine génétique et notre système immunitaire qui expliquerait pourquoi certains individus fumeurs ou anciens fumeurs ont un risque diminué de cancer du poumon et l'impact du système immunitaire. Ça va dans le sens de ce que vous dites, que tout est entremêlé et que finalement il faudra une approche globale d'un risque individuel avec toute cette complication qui est, ce n'est pas je suis fumeur ou je ne suis pas fumeur, c'est j'ai un microbiote qui est hyper diversifié auquel je surajoute différents risques. Il y a La justement un question, facteur du coup qu'on n'a pas évoqué dans ce cocktail parce qu'il va dans l'autre sens. Là, en fait, on parle de choses qui se rajoutent. Mais en fait, les antibiotiques, je pense qu'en fait, le message aussi pour la pratique, c'est qu'on a certainement trop prescrit d'antibiotiques. Et puis, même moi, je suis beaucoup plus sur la réserve à faire des tests antibiotiques pour les métapulmonaires, par exemple. Des patients, vous savez, des pneumos, on aime bien qu'on balance 7 jours d'augmentin, même si le patient n'a aucun signe infectieux et qu'il a une CRP normale, qui tousse pas, etc. Mais juste pour voir si ça fait pas disparaître la lésion. Et ben en fait, on peut dire que c'est pas si anodin que ça d'imprégner nos patients d'antibiotiques parce que ça occasionne des modulations de la flore intestinale qui peuvent avoir un effet délétère. Et je pense qu'il faut qu'on rationalise davantage cette prescription. Et donc, bien sûr, les antibiotiques peuvent aussi être impliqués dans la cause en fait initiale. Si on sait que le fait d'être exposé aux antibiotiques dans l'enfance, par exemple, très tôt, ça peut vraiment avoir un impact majeur sur la flore à l'âge adulte. Et donc, est-ce que ça contribue pas, vous voyez, aussi à cette augmentation d'incidence? Ça, c'est aussi quelque chose qui est à considérer et qui est suspecté. mais c'est vrai que c'est quand même ce que vous avez présenté extrêmement surprenant, le côté un peu elephant in the room de l'antibiothérapie qui serait positive pour le cancer du pancréas versus la majorité des autres cancers où c'est effectivement aujourd'hui vu un peu comme l'enfant terrible de la cancérologie où on a tous vu passer ces études de l'effet délétère de l'antibiothérapie avant la mise sous immunothérapie. Comment vous l'expliqueriez physiopathologiquement? C'est pour ça que je pense qu'on a besoin d'études prospectives parce que l'exposition, je pense qu'une exposition à long terme aux antibiotiques, même dans le cancer du pancréas, ça aurait un risque finalement d'induire d'autres modifications et qu'il y ait d'autres bactéries qui prennent la place. Donc à la fois un problème de risque d'échappement potentiel, hein, mais aussi un risque finalement de remaniement de la flore qui pourrait être délétère. Et quand on regarde dans un modèle animal, on est sur un temps trop court. On voit juste l'effet mécanistique positif d'avoir retiré des bactéries dans des tumeurs qui sont chez la souris quand même beaucoup plus homogènes que chez le patient. Et donc, on l'a vu, comment croire que la distribution de ce fameux E. coli soit homogène dans une tumeur, il y a des zones de nécrose plus ou moins marquées. Donc du coup, c'est pour ça qu'on se dit, il faut qu'on fasse cette étude panoramique, parce qu'on ne peut pas se permettre justement de donner des antibiotiques comme ça à des patients en se disant, bah, chez la souris, ça marche et ça va augmenter la sensibilité à la chimio. Non, il faut vraiment en peser et contrôler les effets. Et d'où, voilà. Donc, pour moi, c'est un message de prudence. On a une association dans des études observationnelles chez des patients qui ont eu ponctuellement des antibiotiques en même temps qu'ils ont reçu la chimio par gemcitabine, mais qui n'étaient pas exposés tout au long de leur chimio par gemcitabine. Et les données mécanistiques chez la souris ne peuvent pas vraiment être transposées chez l'homme, non seulement en termes d'hétérogénéité tumorale et de durée d'exposition. C'est ça que je... Et un point qui n'a pas été abordé très pragmatique, hein, avec tout ce panorama d'excellente science de très haut niveau, c'est aussi l'applicabilité en routine. Parce que finalement, je vais reprendre l'exemple d'Akermansia que vous avez très justement montré, comment déployer en routine, c'est-à-dire à un niveau industriel, si demain on dit super, on a 7 bactéries Akkermansia, pour pouvoir déterminer du lot, du absent, du élevé pour une applicabilité dans un laboratoire de ville. Donc, c'est aussi montrer le gap qu'il peut y avoir entre des études de recherche dans des instituts hyper Mm. poussés de haute volée et puis la pratique de routine. Je vais aussi poursuivre puisque l'on est sur le pancréas et j'imagine un sujet qui vous intéressera d'autant plus, mais très pragmatique. Première ligne métastatique.
Gembrax versus Folfirinox, pour reprendre donc les deux protocoles de première ligne que l'on a. Est-ce que l'on a des données entre justement microbiote et réponse thérapeutique à ces deux standards thérapeutiques? Ou est-ce que ça pourrait être un projet? Alors, les données que l'on a, c'est des données chez les patients métastatiques traités par chimiothérapie à base de gemcitabine. C'est des fameuses données observationnelles que je montrais tout à l'heure, où il a pu être regardé si la présence de de bactéries plutôt dans les selles que dans la tumeur pouvait avoir un effet. Mais on n'a pas de données prospectives du tout. Et donc c'est pour ça que dans Panoramix, donc, où les patients reçoivent dans la première phase de l'étude une chimio à base de 5-FU, puisque j'ai pas détaillé cette partie, mais la première partie de l'étude, c'est Nalirifox, donc le Folfirinox, mais en remplaçant l'irinotecan par le Naliri, soit on continue, soit avec une maintenance par 5-FU sur le même modèle que Panoptimox après 8 cycles de Nalirifox. Et il y a une deuxième partie qui est en deuxième ligne. Donc, soit pour des patients qui sont entrés en première ligne et qui continuent en deuxième ligne, soit des patients qui rentrent directement par la case deuxième ligne, où il y a la question avec la gemcitabine, plus ou moins taxane, et puis plus ou moins l'antibiotique. Et donc là, en fait, dans cette étude, on a prévu de façon longitudinale, dans les deux parties de l'étude, même celle où il n'y a pas les antibiotiques, de faire des analyses justement de microbiote pour pouvoir essayer d'apporter des données pour répondre à cette question. Super. Et toujours dans l'idée du pancréas, à peu près 4 à 5 des patients atteints de cancer du pancréas présentent une mutation germinale BRCA2. Est-ce que Mhm. l'on a des données, que ce soit dans le cancer du pancréas ou cancer du sein, de l'ovaire, de lien entre cancer avec mutation constitutionnelle et microbiome différent? Alors, à ma connaissance, pour BRCA, non, mais il y en a pour MSI dans le côlon, par exemple. Et là, il y a D'accord. des données qui montrent que le microbiote intestinal associé au côlon MSI, il est différent de celui des côlons MSS. Et donc, il est probable hein, que ces interactions, elles sont bidirectionnelles, hein, comme on le disait, entre bactéries et cellules tumorales. Dans au même titre que pour les cancers du pancréas, on a trouvé des bactéries associées au sous-type basal versus au sous-type classique. Donc, mais après, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est la cellule tumorale qui recrute spécifiquement certaines bactéries et donc qui explique ce lien? Est-ce que c'est les bactéries qui shape les cellules tumorales ou est-ce que c'est que les cellules tumorales autour sont associées à un micro-environnement plus particulier en termes de fibroblastes et de cellules immunitaires qui fait qu'il y a un microbiote particulier qui s'installe. C'est ça la complexité de la question. Oui, donc in fine, c'est Et cette c'est dernière décennie une explosion de données sur le microbiote, mais à l'image de la recherche, qui ont soulevé plus de nouvelles questions que de réponses in fine. c'est ça. Donc ça ouvre plein de perspectives, plein d'espoir, mais il faut pas se dire que c'est ready pour la pratique dès la fin de la semaine, quoi. Ça va falloir attendre un petit peu. Tout à fait. Et je pense que ce sera peut-être le mot de la fin, que effectivement, garder une certaine forme de précaution vis-à-vis de toutes ces données, ne pas les prendre pour argent comptant et comme effectivement nous avons trouvé la bactérie qui est la panacée. Je pense que nous allons pouvoir conclure sur cela vu l'heure et encore, je tiens au nom de la SFC à vous remercier sincèrement, professeur Neusillier, pour la richesse de ce topo, la discussion qui a suivi et un grand merci encore. Merci à vous. Et donc, juste pour conclure, nous vous retrouverons le mois prochain, jeudi 10 avril, pour toujours dans le tuilage de ces sujets qui sont à la fois d'actualité, mais transversaux entre le soin, la recherche et vraiment le monde de la cancérologie. Un sujet qui est à la fois très 19e siècle, mais aussi dans l'actualité. Est-ce que finalement, la vision de Lamarck, qui s'est opposée à la vision darwinienne, peut nous intéresser pour comprendre ce que l'on appelle le néo-lamarckisme, pour comprendre la progression tumorale, et ce sera le professeur Stephen Bagdiguian qui interviendra.
Bonne fin Voilà. de soirée et un grand merci à tout le monde. Et je laisserai Sophie Charvet, notre directrice de la SFC, conclure. Voilà, je voulais juste vous dire que vous recevrez le lien du replay la semaine prochaine, ainsi que le PowerPoint que je vous enverrai dès que je le recevrai. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et donc n'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain webinaire. Merci et bonne soirée. Bonne soirée.